Bonjour Thierry. Bonjour Marc. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui chez toi. Donc on a la chance d'être près de Perpignan avec ce beau temps du sud et ce lieu magnifique. Dans les montagnes catalanes. Tu m'avais accueilli chez toi à Paris, la réciproque est nécessaire. On est un peu mieux chez toi quand même. C'est pas la même orientation. On se régénère bien et on se ressource bien. En tout cas, voilà, j'ai passé quelques heures ici très revigorantes et j'ai pu un petit peu rentrer dans ton univers et voir un petit peu la mise en pratique de tout ce que tu nous partages sur les réseaux depuis plus de 10 ans maintenant, autour de la santé régénérative. Et alors déjà, merci pour cet accueil, pour les auditeurs et lecteurs de Nexus qui vont partager cet entretien avec nous. Je voulais profiter de notre rencontre pour faire un petit point sur la santé, sur la naturopathie. Même si toi, tu t'imposes pas au centre de tout ce qui concerne la naturopathie, l'État, lui, les pouvoirs publics ont décidé de te cibler depuis un certain moment. Et en tout cas, depuis mars 2023, comme tu disais, tu es sous contrôle judiciaire. Donc mise en examen. Mais alors, comment ça se fait que quelqu'un comme toi, qui fait uniquement des vidéos, peut être autant menacé et subir autant de pression? Et tu me disais hier que tu avais eu 4 jours de garde à vue l'année dernière, c'est ça? Oui. Durant lesquels, en plus, petite anecdote, tu t'es rendu compte que finalement, les gens qui t'ont fait garde à vue étaient quand même, pour certains, un peu d'accord avec toi, ou en tout cas respectaient ton travail. Oui. Finalement, c'est que ça vient de beaucoup plus haut, ça on s'en doute. Mais comment ça se fait que tes activités peuvent engendrer autant de pression politique? C'est intéressant ce que tu dis parce que mon avocat, la Fabrice Divisio, me faisait remarquer que normalement on est jugé pour ce qu'on fait et non pas pour ce qu'on dit. Or, dans mon cas, on peine avec mon avocat à trouver dans le dossier des faits qui me condamnent ou qui m'accusent. On ne les trouve pas. Par contre, on trouve énormément d'accusations par rapport à ce que j'aurais pu dire. C'est ce qui me fait, moi, dire que c'est un procès d'opinion et non pas un procès de fait. Ce sont des institutions qui ont porté plainte contre moi, ce ne sont pas des individuels. L'UNADFI, l'Ordre des médecins, l'Ordre des pharmaciens, ce n'est pas des personnes qui ont été lésées, ce sont des organismes qui ont leur propre intérêt, mus par des intérêts même des fois qui les dépassent largement, et qui se sont portés partie civile, qui ont porté plainte contre moi. Donc oui, moi j'ai tendance à considérer que c'est d'abord et avant tout un procès d'opinion, un procès contre la naturopathie. Il se trouve que dans le monde médiatique de la naturopathie, je suis objectivement celui qui actuellement a le plus de visibilité. Donc là encore, sans vouloir extrapoler, je pense que c'est assez facile de penser qu'il y a une volonté de faire un exemple, d'une certaine manière, en disant lui, si on le tape assez fort et qu'on lui fait suffisamment mal, ça va en calmer d'autres. C'est pour faire peur aux autres, en dissuader d'autres de suivre mais là, ton sillon. C'est comme ça que moi je l'interprète. Je ne peux pas te dire c'est ça, tu vois, je ne sais pas, je ne peux pas présager de la pensée d'autrui, mais tout me porte à croire quand même. En tout cas, toi, ça ne te dissuade pas de continuer? Non, parce que en fait, c'est pas comme ça que je fonctionne. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça, c'est une discussion que j'ai eue dans le cabinet de la juge d'instruction à un moment, mais je pense que pour certaines personnes vues de l'extérieur qui ne comprennent pas la nature de l'engagement qui est le mien, on peut se dire ouais, le gars il a choisi cette voie parce que c'était un bon filon pour se faire de la thune, pour avoir de la visibilité, pour avoir du succès. Donc finalement, si on lui tape suffisamment dessus, il va essayer de trouver autre chose et puis finalement on ne va plus entendre parler de lui. Alors qu'en fait, moi cette passion elle vient d'abord d'une expérience vécue dans ma chair. C'est-à-dire c'est d'abord et avant tout quelque chose qui a transformé ma vie au point où j'étais mourant et je ne le suis plus. C'est une expérience qui n'est pas du l'ordre de l'adhésion mais de la conviction.
Donc c'est pas un opportunisme, c'est pas quelque chose de circonstance, c'est pas un filon. Je me souviens d'une conversation là encore dans le cabinet de la juge d'instruction dans lequel je disais mais il y a pas de plan de carrière. Elle me dit oui, quel est votre objectif? Je dis mais il n'y a pas de plan de carrière, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien, il y a jamais eu la moindre projection. Quand j'ai commencé mes vidéos, j'avais pas l'intention d'arriver quelque part. Il n'y a pas de business plan, il n'y a rien. Il y a juste un besoin, un jaillissement, je dirais, que moi-même je ne maîtrise pas totalement, qui vient du plus profond de moi, de mon cœur, de partager un message dont je constate qu'il change profondément les vies. Il a changé profondément ma vie, il a changé, malgré tout ce que peuvent essayer de dire les médias, la vie de dizaines de milliers de personnes, avec parfois des histoires absolument éblouissantes, au-delà même de ce qu'on peut imaginer. D'ailleurs, quelqu'un dans ton contrôle judiciaire a dit que sa vie a été changée aussi Oui, grâce à il y tes a travaux. une des enquêtrices, voilà, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais ça m'a touché, qui est resté assez flou, mais qui m'a dit que, je ne peux pas vous expliquer vraiment, mais je dois vous remercier parce que grâce à vous, ma vie a été profondément changée. Peut-être que je saurai un jour, j'espère qu'un jour elle me fera la grâce de me dire en quoi, parce que ça me plairait, surtout que c'est une personne qui m'est sympathique. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Mais donc, voilà, il y a une différence fondamentale entre l'adhésion et la conviction. Tu sais, pour moi, l'adhésion, c'est quelque chose, c'est un velcro, quoi. Un velcro qui adhère, donc ça adhère, ça désadhère, ça adhère, ça désadhère. La conviction, c'est vraiment quelque chose qui te porte au-delà des épreuves, au-delà des menaces, au-delà des intimidations, au-delà de tout ça. Donc, me taper dessus ne changera rien à mon engagement. D'ailleurs, on le voit à quel point ta vie a changé. C'est que j'invite vraiment tous ceux qui veulent le constater, d'aller voir tes toutes premières vidéos. C'était quelques années après que tu aies été mourant, puisque à 33 ans, tu es passé tout près de la mort. On l'a expliqué dans notre précédente vidéo sur Nexus, hein, ceux qui veulent aller voir notre première interview ensemble, et puis tu l'expliques dans plein d'autres vidéos. Et on le voit, cette transformation physique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas douter une seule seconde que ce que tu as mis en place dans ta vie t'a redonné de la vie dans ton corps. Puisqu'on voit cette transformation, on voit ce corps je pourrais même dire qui rajeunit au fil des vidéos, qui reprend de la force, qui reprend de la vitalité. Ça se voit instantanément sur les dizaines de vidéos qui s'écoulent au fil des années. Donc c'est flagrant. Et on voit ici à quel point l'environnement que tu as construit, que tu as mis en place, projette et propose cette régénération du vivant. Et ce qui est même certain, et je voulais savoir si tu partages aussi ce point de vue, mais c'est que la plupart des personnes ont besoin d'un lieu comme ça dans leur vie. Ça fait tellement du bien d'être au cœur de la nature, et on en parlera un petit peu peut-être de tout ce que tu as mis en place ici, en termes d'alimentation, d'autonomie, les bains froids, tout ce qui permet un petit peu de stimuler le corps par l'adaptation. Je pense que la plupart des détracteurs que tu as, s'ils pouvaient passer un petit séjour ici, ils en sortiraient beaucoup plus en forme et beaucoup mieux dans leur vie. Donc c'est un peu ce paradoxe, ce contraste entre les détracteurs qui s'attaquent à toi, qui ne connaissent pas ton mode de vie, et la découverte de ce lieu et le fait de le vivre. Moi, je suis là depuis hier, donc j'ai pu un tout petit peu m'imprégner, mais voir à quel point le corps il répond favorablement. Dès qu'on est loin du stress de la ville, des choses qui sont peut-être toxiques pour le corps, tout de suite on ressent quelque chose de l'ordre du bien-être. Est-ce que tu penses que tu pourrais recevoir des gens, des détracteurs ici, pour leur montrer un petit peu comment prendre soin de leur santé? Encore faut-il que la personne, elle veuille l'entendre. Tu vois, j'ai eu la naïveté quelquefois. Je me souviens par exemple une fois, parce que mon histoire avec les journalistes, elle est pas obligatoirement une histoire d'amour d'une certaine manière, hein, ça a plutôt été tendu. Et une fois, il y a une équipe de France 2 qui m'avait contacté pour envoyer spécial. Et j'ai voulu leur donner leur chance.
Alors je leur avais posé juste une contrainte, je leur ai dit écoutez, si vous venez, moi je ne veux pas répondre à une interview, ou en tout cas je ne veux pas répondre à une interview si vous ne voyez pas l'entièreté de ce que j'ai à proposer. Donc je vous propose de venir suivre un stage que je donne, qui durait 3 jours. Vous suivez le stage, vous écoutez ce que j'ai à dire réellement, avec la complexité, la richesse, hein, pas des petits bouts séparés, extraits de leur contexte et ainsi de suite. Et après, ok, d'accord, on fait une interview. Et on fait... ils ont passé les 3 jours de stage, je les voyais sur leur téléphone portable, ils n'en avaient rien à faire de ce que je disais. Ils m'ont envoyé un gars en caméra cachée avec un micro, ils avaient bidouillé les micros en faisant croire que le micro qui était sur moi était éteint alors qu'en vérité il était allumé, en me posant une question à la con pour essayer de me piéger. Et à la fin, l'interview que m'a posée la journaliste montrait que, premièrement, elle n'avait absolument pas écouté ce que j'avais dit pendant 3 jours, qu'elle n'était là que pour me piéger et qu'elle n'avait aucun intérêt pour essayer de me comprendre. C'est-à-dire sa démarche n'est pas une démarche de « ok, essayons de comprendre ce qu'il y a derrière » et ainsi de suite. Non, non, c'est une démarche d'accusation. Donc, si la personne ne sait pas qu'elle a soif, ça ne sert à rien de lui proposer de l'eau, quoi, d'une certaine manière. Donc, je ne sais pas dans l'absolu si ça aurait un intérêt. Je ne sais pas. Mais je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Hein. Je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Tu sais, moi, je pars toujours du principe que... ou en tout cas, j'essaye, moi, dans ma vie, d'appliquer ce grand principe qui est issu de l'Évangile, qui nous dit finalement que ce n'est pas tant la personne que l'esprit qui l'habite qui est à combattre. Donc, la personne en tant que telle, pour moi, elle n'est pas condamnable. Par contre, l'esprit qui l'habite, ce qui la meut, ses intérêts, son idéologie, des choses comme ça peut être des choses à détruire littéralement. Donc c'est pas la personne que je veux détruire, c'est l'état d'esprit que je veux détruire. Et cet état d'esprit, c'est quoi? C'est le monde individualiste, matérialiste qu'est-ce qui s'oppose à tout ce que tu mets en place ici, selon toi? Alors, il y a plusieurs façons, je pense, de répondre à la question. Qu'est-ce qui s'oppose? Premièrement, des gros intérêts économiques. Gros intérêts économiques, hein, le monde de la médecine et du médicament, c'est quand même, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est des milliards d'euros de budget annuel, des centaines de milliards de budget annuel. C'est une mainmise sur la vie de toute personne depuis la naissance, littéralement, avec tous les vaccins qui sont imposés aux nourrissons. C'est une rente à vie, littéralement. D'ailleurs, ce qui montre bien à quel point il y a vraiment comment dire, une volonté d'attaquer la naturopathie et de passer sous le couvert finalement, de faire disparaître cette tendance-là, c'est qu'on entend parler régulièrement, s'il y a le moindre problème avec un naturopathe, ça va être mis en exergue. Et en France, par exemple, actuellement, on sait qu'il y a à peu près, c'est ce qui avait été dit dans la commission d'enquête sur le Mediator, par exemple, on dit qu'il y avait à peu près 20 000 décès par surdosage médicamenteux, intoxication médicamenteuse. 20 000 décès, c'est énorme. Je veux dire, quand tu compares, tu vas trouver dans l'année, allez, peut-être une dizaine de décès dont il faudrait encore prouver qu'ils sont directement liés aux pratiques d'un naturopathe. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, hein, ça peut arriver. Hein. Il peut y avoir des gens qui font des erreurs d'appréciation, ça peut arriver. Mais une dizaine, allez, même une centaine, allons-y, une centaine, ce qui est complètement fou. 100 par rapport à 20 000, tu vois le rapport, on est dans un rapport de, si je ne me trompe pas, 1 à 200. Donc, et ça, personne n'en parle. Donc les journalistes zélés qui te font une charge dès qu'il y a une personne qui peut dire « Ah mais moi, je connais quelqu'un qui est décédé », alors encore faudrait-il prouver, il y a toujours, enfin voilà, c'est toujours très obscur, on a changé les prénoms donc on ne sait pas qui c'est. Mais même s'il y en avait réellement un, mais pourquoi tu parles jamais des 20 000 morts par médicament? Pourquoi est-ce que tu vas jamais attaquer ces intérêts-là? Simplement, c'est très simple, parce que ces gens-là, ces industries du médicament, c'est eux qui de manière indirecte, souvent possèdent ton journal et te payent ton salaire. Donc il y a un niveau de corruption qui est très très important. Donc qui est-ce qui en veut tant à la naturopathie? C'est déjà un intérêt capitalistique d'argent. Et puis ensuite, je pense qu'il y a vraiment une dimension de notre époque, qui est une dimension, comme tu as utilisé un mot à dessein, qui est le mot matérialisme. Le matérialisme qui s'oppose directement à une vision beaucoup plus... ça rentrait même dans une approche trop spirituelle, mais une approche plus naturelle des choses, tu vois. Et le matérialisme qui réduit l'homme à des interactions matérielles s'oppose de façon frontale à la naturopathie qui voit l'homme de manière holistique. C'est-à-dire qu'un individu, c'est ses échanges biochimiques, mais c'est aussi ses émotions, c'est aussi ses peurs, c'est tout ça. C'est un individu. Et un naturopathe digne de ce nom ne pourra pas considérer un individu que de façon globale, holistique.
Alors que le matérialisme, il va te faire une petite analyse d'une petite partie de ton foie, il va dire « Oh là, il y a un facteur qui est en déséquilibre, on va le corriger sans tenir compte de l'ensemble ». Ce qui, d'un point de vue de naturopathe, est une absurdité totale. C'est une absurdité totale. Je veux dire, il n'y a pas un organe dans le corps qui fonctionne de manière autonome. Donc c'est toucher à un paramètre sans considérer l'influence que ça va avoir dans l'ensemble, c'est faire fausse route. Et ça, c'est le matérialisme. Donc je pense qu'il y a à la fois une dimension économique et spirituelle dans ce combat contre la naturopathie. Économique pour les intérêts d'enjeux financiers. Hein. On sait qu'actuellement, il y a une enquête qui avait été faite par Le Monde qui disait que 70% des Français plébiscitaient les approches naturelles de santé. Donc c'est intéressant parce que avaient recours régulièrement à des thérapeutes. Et attention, moi c'est ce que j'ai répondu à un médecin qui était un peu virulent là il n'y a pas longtemps sur Twitter. Je lui disais, tu te rends compte en fait, je pense que ce qui doit être le plus dur pour toi, c'est d'imaginer qu'il y a des gens qui sont capables de débourser 70 € de leur poche pour aller voir quelqu'un que tu considères comme un charlatan, alors que toi, t'es remboursé, c'est gratuit pour eux et ils ne viennent pas te voir. C'est donc que le charlatan, il doit... Enfin, je veux dire, à moins de considérer que 77% des Français sont juste des abrutis finis, ce dont je doute quand même, enfin, c'est assez difficile à tenir comme position, ça veut dire que les gens, ils y trouvent autre chose. Et quelque chose qui les intéresse plus, qui les intéresse tellement qu'ils sont capables d'investir de leur argent, alors qu'à côté, c'est gratuit. Ouais. Cette situation même, elle est délirante. Le fait que certains soins de santé soient remboursés et d'autres non, on te parle de liberté du choix du chemin thérapeutique, bah, je suis désolé, non. Si tu vas voir un acupuncteur, tu n'as pas le choix, il faut payer. Il faut payer, c'est normal de le payer pour sa prestation. Si tu vas voir un médecin, tu ne payes pas ou quasiment pas. C'est une discrimination dès le départ qui ne va pas dans le sens de la liberté du choix thérapeutique. Et alors on va te dire, oui, mais il y en a un, c'est un charlatan. Attends, excuse-moi, va en Chine, tu leur dis que l'acupuncture, tu vas charger, hein, puis ils sont nombreux là-bas pour te faire ta peau. Hein. Il ne faut pas se foutre de la gueule du monde, ce sont des médecines millénaires enfin, je veux dire, on a une espèce d'arrogance en Occident, et en France en particulier, patrie de Pasteur, on a une espèce d'arrogance scientiste qui est juste grotesque et qui fait fi, on a l'impression qu'on balaye toute l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'avant l'avènement des médicaments et de la vaccination, c'est-à-dire avant il y a 50, 70, 80 ans maximum, rien n'existait. Non, puis on crevait tous, quoi. On crevait tous à la naissance, espérance de vie, on mourait tous à 20 ans. Enfin, je ne sais pas ce qu'il y a dans leur tête, quoi, mais c'est fantasmagorique, quoi, totalement. Ouais, dans l'esprit des gens, ils ont associé prolongation de l'espérance de vie, qualité de vie, progrès social et médical avec l'industrie pharmaceutique. Oui. Non, mais l'espérance de vie, on sait qu'on est la première génération qui mourra plus jeune que nos parents. La première dans l'histoire de l'humanité, hein, la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a une diminution de l'espérance de vie. On sait très bien que l'augmentation de l'espérance de vie est liée à une moindre mortalité à la naissance, qui était vraiment un facteur de diminution énorme. Et le problème, je vais te dire, le problème, il est là aussi, c'est que dès que tu commences à parler de santé naturelle, et là actuellement, je sais que je ne suis pas autorisé à parler de santé naturelle, je parle sur le plan santé publique, hein, mais quand tu parles de santé publique et d'approche naturelle de santé en santé publique, on te dit « Ouais, mais si tu as un accident de la route, tu feras comment ?» Attends, mais je ne te dis pas que je veux tout rejeter. Je te dis juste que si tu veux, je sais pas moi, si tu veux creuser un trou dans la terre, ben, ça ne sert à rien de prendre une petite cuillère pour le creuser. Mais par contre, si tu veux creuser un trou dans, je sais pas moi, dans un gâteau au chocolat, ça ne sert à rien de prendre un marteau-piqueur pour creuser ce trou-là. Donc il y a des outils, il y a des applications, il y a des moments. Et moi j'ai toujours plaidé pour une approche globale de santé. Et moi mon rêve, ça a toujours été le même, c'est que chaque personne qui se trouve à un moment de sa vie face à un challenge lié à sa santé puisse se retrouver avec un collège de praticiens, des médecins urgentistes, des médecins cardiologues et ainsi de suite, mais aussi des naturopathes, des acupuncteurs, des psychothérapeutes, hein, et que tous ils se réunissent et qu'ensemble, de façon intelligente, ils se disent, bon, qui est-ce qui a actuellement le meilleur outil pour aider cette personne au stade où elle en est? Tu as des exemples, toi, où cette conciliation est possible entre médecine traditionnelle et médecine moderne? J'ai pas d'exemple. Est-ce que tu as des amis médecins avec qui tu travailles ou des... Oui, bien sûr. Mais des médecins qui essaient de s'ouvrir à d'autres approches, il y en a de plus en plus. Le problème, c'est que ce qui les empêche d'avancer, c'est l'ordre des médecins. L'ordre des médecins fait régner la terreur, parce que l'ordre des médecins est globalement
à la botte de toutes les industries pharmaco-chimiques. Et l'ordre des médecins fait régner la terreur parmi les médecins. Et le moindre médecin qui essaye de déroger, de commencer à se former dans des domaines un petit peu connexes et qui sont mal connotés, qui ne sont pas scientifiquement adoubés, se fait systématiquement stigmatiser, voire suspendre, voire interdire, radier de l'ordre, et ainsi de suite. Faut voir comment ils ont traité certains, même le prix Nobel de médecine, Luc Montagnier, à la fin de sa vie, comment il s'est fait dézinguer totalement, quoi. Je veux dire, tant qu'il avançait dans la doxa dominante, tant qu'il était dans la norme dominante, ça allait. Et on se flattait de notre prix Nobel. Le jour où il a commencé à investiguer les questions de microbiote intestinal, le lien intestin-cerveau, déjà on a commencé à dire il délire complètement. Et alors le jour où il s'est targué de s'intéresser aux travaux d'un scientifique français génial qui a fait partie de ces personnes qui ont été massacrées par l'industrie pharmaceutique qui s'appelle Jacques Benveniste. Le jour où il s'est intéressé aux travaux de Benveniste sur ce qu'on appelait la mémoire de l'eau, alors là, on a dit, c'est bon, Montagnier, il est sénile. Non, il n'était pas sénile. Il a appliqué la même rigueur scientifique qu'il appliquait avant, sauf que ça ne va pas actuellement dans le sens de la doxa dominante, parce que Benveniste, ses travaux sur la mémoire de l'eau, valident le principe de l'homéopathie. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable pour les scientistes actuels. Donc voilà, il faut bien comprendre les enjeux qu'il y a derrière tout ça. Et l'empêchement à penser. Et actuellement, c'est soit tu es pour, soit tu es contre. Donc, si tu commences à parler de médecine naturelle, les gens vont te dire « Ah, mais il est anti-médecine urgente ». Mais bien sûr que non. Mais chaque outil a sa place. Moi, je le répète sans cesse. Enfin, je veux dire, si j'ai un accident de la route et que ça saigne de partout, je ne vais pas me faire un jus de carotte, je file aux urgences et je suis très reconnaissant pour la capacité des urgentistes à traiter mon problème. Et je veux dire, la question, en fait, c'est stupide comme débat. C'est stupide et c'est caricaturellement orienté pour ne pas permettre la discussion. Ah oui. C'est comme si tu commences à questionner les vaccins et à dire voilà, mais qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin? Ah ouais, t'es anti-vax. Mais non, je ne dis pas que je suis anti-vax, c'est juste que tu veux planter une seringue dans le bras de mon fils ou de ma fille, je veux bien savoir ce qu'il y a dedans. Et puis, est-ce que c'est le bon moment? Comment va réagir son système immunitaire? Est-ce que c'est le meilleur choix? Combien il y en a et tout? Non, soit tu es pour et tu fermes ta gueule, soit tu commences à poser des questions et tu es contre. Et ben, c'est cette polarisation du débat qui bloque tout et qui est fait à dessein. Est faite à dessein. Est-ce que c'est pas tant dans tous les domaines que ce manichéisme-là, noir ou blanc, empêche les gens de se parler, de se comprendre? Et est-ce que c'est pas justement l'antithèse de la naturopathie où on va essayer de trouver de la nuance, on va essayer de comprendre les choses dans leur ensemble et pas de dire blanc ou noir sur tel symptôme ou sur telle chose, essayer de comprendre d'où viennent les causes? Oui, contrairement à la caricature, la naturopathie est l'inverse absolu d'une idéologie. Totalement. C'est-à-dire qu'il y a des principes là qui sont des principes du vivant. Par contre, la mise en application de ces principes et le chemin de santé que va employer une personne, il est totalement individuel. Et ça, effectivement, ça va à l'encontre de notre monde qui est un monde, moi je trouve actuellement, de pauvreté intellectuelle, dans lequel finalement l'idéologie a remplacé la pensée critique dialectique. La pensée dialectique, elle est très peu présente à notre époque. Et donc en fait, il faut avoir des espèces de vérités prêtes à manger, prêtes à mâcher, absolues. Et ça, la naturopathie, c'est l'inverse de ça. La pratique de la naturopathie, la santé naturelle, c'est l'inverse de ça. Tu étais déjà dans cette pensée-là avant de découvrir ce monde de la santé holistique ou... Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Moi, je suis né dans un contexte normal, de famille normale, qui va normalement chez le docteur dès qu'il y a un petit truc qui semble aller mal et qui interprète chaque symptôme comme un problème. Non, moi, je suis né dans un modèle, le même modèle que la plupart des gens ici en France, un modèle pasteurien de lutte contre les microbes, contre les virus, les méchants microbes, les méchants virus. Voilà, c'est plus classique. C'est l'accident de la vie qui a fait qu'à un moment, à force de chercher des réponses et de ne pas en avoir, j'ai balancé des modèles et j'ai dû en trouver d'autres parce que je m'en sortais pas. C'est pour te sauver la vie, quoi. Ouais. Quand on t'expliquait un petit peu voilà, oui. ce moment où tu es à l'article de la mort, la médecine moderne n'arrive pas à trouver une façon de te sauver. Tu cherches un petit peu à droite à gauche, tu testes et de manière empirique, tu commences à découvrir le fonctionnement de ton corps en fait et du vivant. Oui. Sans ça, tu aurais fait quoi dans la vie sinon? J'en sais rien. Je ne suis pas doué pour les itinéraires droits et rectilignes, tu sais, c'est pas ma façon de vivre, donc je ne sais pas. Moi, dans ma première partie de vie, j'ai fait des études universitaires, après j'ai tout arrêté, je suis parti à vélo, j'ai sillonné une bonne partie de l'Europe, de l'Afrique à vélo.
Après, j'ai construit des véhicules solaires. Après, avant, j'étais boulanger. Après, j'ai construit des véhicules solaires. J'avais déjà en moi le fait d'être... Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par passion. Tu vois, et ça, c'est peut-être la seule chose qui est stable dans ma vie. C'est qu'en fait, ça paraît très, très prétentieux de dire ça. Ça fait un petit peu sage abouti, ce que je ne suis pas. Mais je pense que je suis quand même beaucoup guidé par mon cœur et par mon enthousiasme, plus que par ma peur. Donc c'est jamais un plan de carrière, une volonté d'assurer mes arrières, d'avoir une bonne retraite, d'avoir une bonne situation, d'avoir un statut social. Le jeu social, c'est pas trop mon fort. C'est jamais ça qui m'a guidé. Moi, ce qui m'a guidé, c'était de sentir cette joie, cet enthousiasme, cette jubilation en moi, quoi. Et cette jubilation, elle m'amène à un endroit, puis elle m'amène à un autre. Et voilà, je vais pas là où le vent me porte, parce que ça, quand tu vas là où le vent te porte, c'est que tu es mu par l'extérieur, mais là où mon cœur me porte. Parce que je pense être beaucoup plus mu par mon intérieur. Est-ce que aujourd'hui, tu penses que tu es en joie avec ce que tu fais? Oui, définitivement. Malgré les coups, malgré tout ça. Oui, bien sûr. Ouais, parce que les coups sont pas si rares que ça envers toi. Ah non, ni rare ni anodin. C'est une violence. Je veux dire, actuellement, là, en permanence, même cette vidéo, par exemple, on peut le dire, mais je te propose de la faire visionner par mon avocat juste avant qu'on la diffuse, pour être sûr que je ne vais pas partir en tôle juste après. Parce que tu risques quoi si tu dis quelque chose qu'il ne faut pas dire? Une violation du contrôle judiciaire, 3 mois d'emprisonnement. Mais ils cherchent le moindre prétexte pour te mettre en tôle, c'est ça? Je ne sais pas, en tout cas moi je le vis comme ça. C'est-à-dire que là, si tu donnes un conseil en santé, oui, ça peut être retenu contre toi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est ça qui est paradoxal dans la situation dans laquelle je suis, c'est que moi, de mon point de vue et du point de vue de mon avocat, on a un dossier qui est globalement creux, dans lequel ce qui m'est reproché, ce n'est pas ce que j'ai fait, mais ce que j'ai dit. Et donc normalement, en France, on ne peut pas accuser quelqu'un ou le condamner sur ce qu'il a dit, en théorie. Donc un dossier globalement creux, mais par contre une mise en examen qui m'impose des contraintes qui, elles, pourraient me condamner si je ne les respecte pas. Donc je pourrais être condamné non pas sur ce qui était le propos initial, mais sur le fait que je n'ai pas respecté des contraintes qui sont liées à des suspicions qui ne... En gros, ils te mettent un cadre parce qu'ils ont des soupçons, exactement, entre guillemets. Si tu ne respectes pas ce cadre, là, ils peuvent te foutre en tôle. Oui. D'ailleurs, tu ne peux pas quitter le pays. Non. On est à la frontière espagnole, je ne sais pas si on voit, en tout cas à quelques kilomètres derrière ce beau paysage, c'est l'Espagne. Si tu mets un pied là-bas... je ne peux pas rentrer chez moi. Parce que toi, tu as des origines catalanes. Ah oui, je suis catalan, moi. Je peux pas aller dans la baie de Rosas, à Figueres, à Puerto de la Selva et tout. Je peux pas y aller. Je peux pas y aller. L'Escala, petit port catalan magnifique. Je peux pas y aller. Bon, c'est bon, je m'en remettrai. Il y a pire dans la vie. Non, mais oui, bien sûr. Non, mais de voir avec cette force qu'ils peuvent exercer sur quelqu'un d'aussi peu dangereux que toi, et cette faiblesse qu'on constate depuis des années dans ce pays envers les plus forts et les plus dangereux par rapport à la population. C'est quand même un deux poids deux mesures qui est sans précédent. S'attaquer à un citoyen français parce qu'il a des opinions en santé qui ne plaisent pas, alors que pendant ce temps-là, il y a un nombre de violeurs, d'enfants ou de gens qui ont fait des crimes ou qui font de l'évasion fiscale à coups de milliards, qui se baladent tranquillement et qui changent de pays. Donc, Alors je reprendrai ton propos parce que tu dis quelqu'un d'aussi peu dangereux que toi. Je pense qu'à l'inverse, je pense à l'opposé de toi que je suis dangereux, mais dangereux pour le système. Et qu'à l'inverse, ce que tu mentionnes, par exemple, la pédophilie est quelque chose qui est quasiment institutionnalisé dans ce système. Donc non, et l'évasion fiscale, les grands trafics d'argent, de drogue et tout, on sait très bien que pornographie, trafic sexuel, drogue et argent, c'est les trois mamelles finalement d'un système qui est corrompu à l'extrême. Donc non, je pense que ça a un côté très égotique, en tout cas ce que je fais contribue, comme tant d'autres d'ailleurs, je ne suis absolument pas le seul, dans des tas de domaines, il y a des tas de gens qui se battent et qui relèvent la tête, et Nexus en fait partie. Mais je pense que oui, globalement, ce que je fais est dangereux pour le système, mais un système de la corruption, un système qui ne respecte pas la vie, qui ne respecte pas le vivant, et donc qui ne respecte pas les personnes. Et donc,
c'est pour moi une fierté en fait. C'est pour moi une fierté de me lever contre un système qui est un système globalement inversé. Inversé par rapport à ce qu'il devrait être. C'est-à-dire que pour moi, le système, il devrait être axé sur le vivant. Moi, j'ai toujours rêvé d'un système politique, et d'ailleurs, mes propos, je les inscris de plus en plus dans un contexte politique, au sens de projet, vraiment projet de société. Mais moi, je rêve d'un monde dans lequel, finalement, toute décision à l'échelle d'une région ou d'un État soit assujettie au respect de la vie. C'est-à-dire que, ok, on a un projet, ok, d'accord. Est-ce que ce projet, est-ce qu'il respecte les principes de la vie, les besoins de la vie, oui ou non? Si c'est non, on n'en parle même pas. On l'évacue, parce que la vie, c'est nous. Notre écosystème, c'est nous. Tu sais, on a toujours cette espèce de séparation entre l'humain et la nature. Ah, il faut préserver la nature parce que c'est cool d'être écologiste. Non, en fait, il faut préserver la nature parce que la nature, c'est nous. Nous sommes notre environnement. Comme un poisson rouge qui vit dans une eau saumâtre, il ne faut pas que l'eau ne soit pas saumâtre parce que le poisson rouge, il est écolo. Il faut que l'eau, elle ne soit pas saumâtre parce que le poisson rouge, il a besoin de vivre. Et qu'il est à l'image de l'eau dans laquelle il vit. Et nous, qu'est-ce qu'on nous propose? Nous sommes des poissons rouges dans une eau saumâtre, et on nous dit, prends un cachet pour ne pas ressentir les effets de cette eau saumâtre sur ton organisme. C'est fou. Et moi, je te dis, non, vire-moi cette eau de merde, et remplace-la moi par une eau de qualité. Voire même, relâche-moi dans la mer, parce que c'est là où je m'épanouirai le mieux. Et ça, le système n'en veut pas. Le système, il veut te vendre des cachets pour que tu t'habitues à l'eau saumâtre. Garder des gens captifs. Dépendant. Dépendant, c'est pour ça que cette notion d'autonomie et d'indépendance est fondamentale pour moi. Et que l'endroit où je vis est orienté, suivant des principes d'une science qui s'appelle la permaculture, qui vise vraiment à l'autonomie, la non-dépendance. Et c'est pour moi essentiel. C'est-à-dire que ce système prospère sur notre dépendance à ce système. Et l'exemple le plus parfait, c'est, je veux dire que quand les gens qui manifestent contre, je ne sais pas moi, les grands systèmes de distribution et ainsi de suite, et puis qui se retrouvent à devoir aller acheter leur bouffe au supermarché du coin, qui maltraitent les agriculteurs qui travaillent pour lui, qui maltraitent le personnel qui travaille pour lui, les caissiers qui travaillent pour lui, qui maltraitent à peu près tout l'ensemble. Les seuls qui sont bien traités, c'est les actionnaires qui sont en haut de l'échelle. Mais en fait, on est dans un tel niveau de dépendance qu'on se retrouve dans cette incohérence où on manifeste et ensuite on va demander la béquille à ce système. Et là, le système, il rigole. Il nous laisse manifester un petit peu comme des gamins, tu sais. On te laisse faire ta crise. Puis après, on te dit, s'il te plaît, là, tu rentres dans le rang, là. Maintenant que tu dois manger, tu rentres dans le rang. Et pour moi, le chemin actuellement, c'est pas de lutter contre le système, ni de manifester, pas de pleurnicher pour réclamer notre liberté, mais de la prendre à force d'autonomie, de responsabilité, d'engagement et de courage. Courage, d'ailleurs, qui vient du cœur. Là, en tout cas, ici, c'est clair que tu rentres pas trop dans le rang. Je vis ma vie selon les principes qui me semblent être les principes de la vie. Et je m'y trouve bien. D'ailleurs, c'est une de mes forces. Tu penses que tu pourrais être en autonomie ici à terme? Parce qu'on a vu ensemble, d'ailleurs j'essaierai de remettre quelques images dans cette vidéo, de tout ce terrain que tu as aménagé en permaculture, tu récupères de l'eau un peu au-dessus, donc tu arrives à avoir une certaine forme d'autonomie, pas totale. C'est beaucoup de boulot. Est-ce que tu penses que tu pourrais y parvenir? Tu vis quand même en communauté, il y a des gens qui t'aident ici. Est-ce que c'est un Pas en communauté, on est un petit groupe de personnes qui œuvront dans le même sens. Ouais, exactement, partagent les mêmes on est valeurs, des potes. mais qui partagent aussi le travail, parce qu'il y a un vrai boulot ici pour entretenir le vivant et produire de l'alimentation. Tu penses que tu serais possiblement capable de vivre en autonomie ici? En tout cas, c'est une tension. La permaculture propose des outils qui, une fois mis en place, doivent assurer une certaine forme d'abondance. Et c'est le pari, mais c'est toujours une tension. Je veux dire, puis autonomie sur quoi? Tu vois, je veux dire, est-ce que c'est autonomie sur les besoins vitaux? À ce moment-là, ça peut être considéré. Mais si tu parles d'autonomie avec le standard de vie moyen d'un Français actuellement, ça va être très difficile. Pourquoi on mange trop, on consomme trop de choses? Oui, puis trop de trucs made in China qui ne pourront jamais être reproduits ici, et ainsi de suite. Donc ça va toujours de pair avec une réflexion sur notre niveau de consommation. C'est toujours ça d'ailleurs. Si tu veux essayer de répliquer de manière respectueuse de la vie
le niveau de besoin artificiel qui est produit actuellement par notre société, c'est mal barré. Il faut d'abord commencer, c'est un peu comme quand, imaginons que tu vas avoir l'autonomie solaire au niveau d'une maison, l'autonomie électrique au niveau d'une maison, tu peux mettre 300 mètres carrés de panneaux solaires, ou tu peux commencer déjà par réfléchir à ta consommation, commencer à passer sur des LED et ainsi de suite, diminuer les besoins en électricité non nobles, et une fois que tu as bien diminué tes besoins et que tu les as ramenés au minimum, alors là tu dis ok, maintenant je vais y répondre de manière vertueuse. C'est un petit peu ça, parce que sinon on est mal barré. Si tout le monde veut le même standard de vie, enfin, je crois qu'un Américain, il consomme 4 fois... je crois que c'est 9 planètes. 9 planètes, c'est ça. Si tout le monde devait vivre comme un Américain. 9 planètes. Pour un Français, je crois que c'est 4 planètes. Ouais, 4 planètes. Et il y avait un calcul qui avait été fait aussi pour considérer combien d'esclaves on a à notre disposition. Parce qu'on parle que l'esclavagisme a été aboli. Non, les esclaves énergétiques, comme dit Jancovici. Oui, exactement. Et je ne sais plus combien c'est, mais je crois que c'est 3 ou 4 esclaves par Français, à peu près, quelque chose comme ça. Là aussi, enfin, c'est des chiffres approximatifs. Peut-être beaucoup plus. Hein, si peut-être plus. Avec la voiture, l'énergie, etc. Je crois que c'est des centaines d'esclaves énergétiques qu'on a à notre disposition pour se déplacer, pour consommer, ne serait-ce que de charger un téléphone. Ouais. Et donc nous sommes dans une civilisation profondément esclavagiste, et le propos de l'autonomie, c'est de sortir de cet esclavagisme. Parce que l'esclavagisme ne peut ramener qu'à la guerre. Parce que les esclaves, tôt ou tard, ils se rebellent. Obligatoirement. Il ne peut y avoir que du conflit dans une situation comme celle-là. Quand il y a un tel niveau d'inégalité, il ne peut y avoir que du conflit. On parle actuellement de flux migratoires, mais s'il s'agit de bâtir des murs de plus en plus hauts, on ne va pas s'en sortir. De toute façon, moi je le vois ici, hein, si j'ai des renards qui crèvent la dalle et que j'ai mes poules dans le poulailler, j'ai beau mettre des grillages à 2 mètres de hauteur, si le renard il crève vraiment la dalle, il passera le grillage, tôt ou tard. S'il a de quoi manger à l'extérieur, il n'y a pas de problème, il ne cherchera pas à s'emmerder à tuer les poules. Donc c'est un déséquilibre qui est induit et qui est certainement même conceptualisé, réfléchi, organisé, et qui, tôt ou tard, conduit à des mauvaises réponses, à des mauvais problèmes. Pour nous mettre tous en tension, en compétition. Pour créer un état de guerre permanente. Guerre économique, guerre contre le vivant, guerre tout court, guerre écologique, parce que de toute façon, ça produit de la valeur. Dans un système, je me répète sans cesse, mais je l'ai déjà dit dans le domaine de la santé, mais un système qui prospère sur la mauvaise santé se réjouit de la mauvaise santé. Un système qui prospère sur la guerre et sur la mort, sur la destruction, se réjouit de la guerre, de la mort et de la destruction. Et c'est ça le problème actuellement. On est un système, si tu as des pays qui sont rasés, tu as des tas d'entreprises, des tas de pays tiers qui vont débarquer pour reconstruire le pays. Donc en fait, il leur faut de la destruction. Ça fait partie du mécanisme de la machine économique. Ça fait partie de la respiration économique. Donc c'est tout ce système dont il faut s'affranchir, enfin, dont il faut sortir, pas combattre. Ça sert à rien d'essayer de réformer quelque chose qui est globalement totalement inversé et nauséabond et contraire aux lois du vivant et contraire à notre propre intérêt, nous, en tant qu'êtres humains. Parce que moi, je pars toujours du postulat que chacun de nous, en tant qu'être humain, on a des aspirations qui sont relativement proches. C'est-à-dire vivre en paix, que notre famille soit en sécurité, qu'on n'ait pas de gros problèmes pour manger, pour être au chaud, pour être au sec, pour avoir un cercle d'amis, avoir un cercle de proches avec qui on peut passer du bon temps, avoir des temps de détente. Enfin, je veux dire, nos besoins, ils sont relativement simples. Et puis là-dedans, il y a quelques esprits, je pense, complètement déséquilibrés, voire totalement possédés, qui projettent leur cupidité, qui entraînent tout l'ensemble dans une course complètement délirante et mortifère. C'est là où ton propos et ton discours est très, très dangereux pour le système, c'est que tu ne parles pas que de santé. Mon propos est déjà, premièrement, je ne parle pas de santé, je parle de santé publique. Et mon propos est un propos, de plus en plus je le réalise, qui est un propos transversal et qui est un propos plus sociétal, politique, qu'un propos de santé tout court. Et c'est là d'ailleurs, je pense, où je déroge un petit peu de certaines approches naturopathiques dans lesquelles finalement on se cantonne à des questions vraiment de santé stricto sensu, tu vois, centrées sur l'individu. Parce que j'ai vraiment conscience que l'individu n'existe pas en dehors de son environnement. Son environnement social, son environnement environnemental en tant que tel, ce qu'il mange, le pays dans lequel il vit, les lois politiques dans lesquelles il vit. Tu le vois bien, je veux dire, 4 mois ou 5 mois d'expérimentation sociale dans laquelle on a confiné les gens chez eux et va parler aux psychiatres ou aux psychologues de l'état mental des personnes actuellement. Donc on voit bien que les choix politiques qui sont faits à l'échelle de la société ont une influence directe sur l'état de santé des gens. Donc en fait, notre état de santé, ce n'est pas uniquement ce qu'on mange, ce n'est pas uniquement notre santé au sens le plus restreint du terme. C'est toutes nos conditions de vie.
toutes nos conditions de vie. Et actuellement, les conditions de vie qui nous sont proposées pour la moyenne d'entre nous sont totalement à l'opposé des besoins du vivant. Et donc ça explique pourquoi la plupart d'entre nous sont totalement j'ai jamais dit bancal, banco. Bancal, ouais. Hein, parce que banco, ça fait un peu jeu des 1000 francs. Là. Putain, jeu des 1000 francs, on voit que le mec c'est un vieux, la référence. Ah, la belle époque. Non, mais... plus de pouvoir d'achat à l'époque en tout cas. Tu as commencé à faire un appel à témoignage. Oui. On t'a imputé des morts qui n'existent pas. En tout cas, qu'on ne trouve pas. En tout cas, tu n'as eu aucun procès de famille de victimes qui se serait... Non. Et puis même, je le redis, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mort dans mon dossier pénal, il n'y a pas de... Il n'y en a pas. Je ne sais pas où ils sont. Les journalistes parlent. Un journaliste, ça peut dire ce que ça veut. Alors après, on dit oui, il faudrait les traîner pour diffamation et tout. Je me ruine déjà assez en frais de justice. Et d'ailleurs, je pense que toute cette procédure a pour but, en grande partie, de m'épuiser psychologiquement, physiquement et financièrement. Et merci, vraiment merci à toutes les personnes qui ont su me soutenir depuis mars 2023, parce que sans eux, je serais incapable de me défendre dignement, mon droit à la défense étant régulièrement bafoué. Je précise que je n'ai toujours pas accès personnellement à mon dossier d'instruction. Comment c'est possible ça? Mon avocat y a accès, mais moi je n'y ai pas accès. Je n'ai pas de copie de mon dossier d'instruction, c'est-à-dire que je ne peux pas travailler chez moi, je ne peux pas répondre factuellement, c'est pas normal, mais je n'y ai toujours pas accès. Excuse-moi, j'ai perdu le propos. Je sais plus où j'étais. Par rapport à toutes les personnes... oui, on parlait des morts qui sont imputées. Je veux dire, un journaliste peut faire ce qu'il veut, mais tu ne peux pas poursuivre tous les journaux pour diffamation. Par contre, j'ose espérer que quand on parle de gendarmes enquêteurs, ils ont fait leur travail. Donc moi, si j'en vois pas dans le dossier, c'est qu'il n'y en a pas. Par contre, des gens qui ont amélioré leur santé grâce à ce que tu as partagé, on va dire ça, ce que tu as mis en place. Qui se sont inspirés de mon travail pour améliorer leur santé, oui. Tu as eu beaucoup de témoignages, on a vu. Combien? Bon, déjà, il y a des milliers de témoignages sur le site Régénère. Okay. Je me lance d'ailleurs dans une petite opération, il va y avoir quelques surprises là d'ici une quinzaine de jours. On va donner plus de réalité à ces témoignages, on se lance dans un petit truc. Petit cadeau maison là qui arrive. De toute façon, je le dis souvent, ça peut paraître assez paradoxal, la violence, si tu regardes sur Internet, globalement, la majorité des articles qui me concernent sont des articles à charge, dans lesquels c'est de la violence, de la diffamation et ainsi de suite. Dans la vie réelle, je n'ai jamais connu ça. C'est-à-dire que jamais quelqu'un dans la rue m'a apostrophé en me disant ouais, à cause de toi, non, jamais. C'est jamais arrivé. Donc soit ils osent pas, mais ça m'étonnerait, soit ils n'existent pas, ce qui serait non, moi quand on m'aborde dans la rue, la plupart du temps, et c'est très très agréable pour moi, c'est des gens qui m'encouragent, qui me soutiennent, qui me remercient, qui témoignent, qui me disent regarde moi, je me suis inspiré de tes vidéos, entre autres, parmi des tas d'autres, et grâce à ça, il y avait telle situation qui a complètement changé, ma vie a été transformée, merci. Voilà, moi c'est ce que je connais au quotidien. Le reste je ne le connais pas. C'est de la virtualité. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter pour finir cet entretien sur le sujet de ton choix, concernant ce dont on parlait ou d'autres choses? Que j'encourage vraiment toutes les personnes qui ont pu tirer des éléments qui ont pu transformer leur vie, des enseignements, des partages de la naturopathie, à vraiment prendre la mesure du combat profond qui a lieu actuellement et de prendre leur courage à deux mains et d'oser monter au front, c'est-à-dire d'ouvrir leur gueule, de multiplier les chaînes vidéo qui parlent de naturopathie, qui témoignent, témoignages, ça c'est très très important je pense, et d'aller au front. Parce qu'actuellement c'est une véritable offensive contre le vivant qui est menée, les médias sont pour la plupart tous aux ordres, et je suis désolé, ils détestent quand je dis ça, ça m'est souvent reproché, forcé de constater, je veux dire, c'est pas possible qu'il n'y ait que des articles à charge, c'est pas possible. Je veux dire, c'est pas possible qu'il y ait une telle déconnexion entre ce qu'on constate sur le terrain. 2019, je fais un festival qui s'appelle les Rencontres de la Régénération, plus de 2000 personnes, va balader le micro, tous vont te raconter des histoires de vie extraordinaires. Et ça n'apparaît nulle part. Je veux dire, il y a un problème quand même. Et à l'inverse, quand tu cherches en dehors des journaux, les fameuses victimes, elles n'existent pas. Donc, ceux qui te témoignent de choses réelles, concrètement, avec qui tu peux parler, que tu peux voir, toucher, eux, ils te témoignent, eux, ils n'existent pas dans les journaux. Et à l'inverse, donc en fait, il y a une déconnexion totale.
Et le seul moyen de combattre cette déconnexion, c'est de gueuler, de gueuler. On a la chance d'avoir un Internet qui est encore à peu près libre, même si c'est une illusion, parce qu'avec les algorithmes, finalement, on est très orienté, mais on a encore une liberté de pouvoir s'exprimer encore un tout petit peu sur Internet, autant en profiter tant que c'est possible, et de gueuler. Moi, je suis globalement muselé actuellement, et je n'ai pas le choix que de respecter cette muselière. Mais tous les autres, tous les gens qui ont pu bénéficier de mes vidéos, c'est même pas parler, ils peuvent hurler, ils peuvent gueuler, jusqu'à ce que le système ait les oreilles qui explosent, jusqu'à ce que les journalistes ne puissent plus faire comme s'il n'y avait rien. Tu sais, ils sont là, j'entends pas. Non, moi je veux juste chercher des trucs à charge. Mais à force de gueuler, il y a un moment, ils ne pourront plus. Et c'est le véritable challenge. C'est un combat médiatique, c'est un combat idéologique, et c'est un combat pour la vie. En tout cas, j'invite tous ceux qui veulent témoigner, qui voudraient témoigner de comment leur santé a pu changer grâce à ce que tu partages dans tes vidéos, à le faire vraiment, via le lien, je crois que c'était quoi l'adresse mail? Sur le site Régénère. Sur le site Régénère. Et puis je te dis, il y a un projet, alors je ne sais pas quand sera diffusée ta vidéo, peut-être que mon projet sera déjà annoncé, mais il y a un très gros projet qui vient par rapport au témoignage, parce que la Miviludes a justifié, la Miviludes, donc c'est l'organisme français de lutte contre la dérive idéologique. On dit dérive sectaire, mais en fait c'est dérive idéologique, donc il faudrait la renommer d'ailleurs, parce que ils ne s'attaquent pas aux sectes. Les vraies sectes ont leur entrée à l'Élysée, on le sait très bien. Donc, la scientologie. Voilà. Oui, exactement, pour n'en citer qu'une. Donc non, il lutte contre les dérives idéologiques. La Miviludes a régulièrement justifié de me déverser des seaux de calomnie et de merde médiatique sur la gueule en justifiant, en disant que finalement ils posséderaient 600 signalements. Alors j'ai déjà démontré que ces signalements c'était des signalements anonymes, donc ils n'avaient aucune valeur. 600 signalements que personne n'a jamais vus. Moi j'ai essayé. Qu'est-ce qu'il y a les loutres? Il y a les chiennes qui s'énervent. Elles n'aiment pas la Miviludes, c'est viscéral. Mes chiennes ne supportent pas. Là, je prononce Miviludes et les chiennes elles pètent les plombs. Non, ça va disparaître bientôt, t'inquiète pas. Et ces 600 signalements, moi j'ai demandé à les avoir, c'est mon droit normalement. Voilà, je suis mis en cause, je veux voir. Défendre. Voilà, exactement. J'ai pas eu droit à les voir. On a eu un jugement favorable de la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, et la CNIL, la commission nationale informatique et liberté, qui enjoint la Miviludes de me les fournir. Et pour l'instant, ils ne bougent pas, donc il va falloir encore faire des procès pour obtenir ces signalements. Et donc la Miviludes justifie de ces 600 signalements hypothétiques et que personne n'a vu pour justifier de leur harcèlement, voire des plaintes qu'ils ont déposées contre moi. Moi, je pense qu'on va répliquer de manière adéquate avec des vrais témoignages, là, pour le coup, de vrais gens qui ont vraiment vu leur vie transformée. En tout cas, tu es en pleine forme, je tiens à préciser, tu es en pleine santé. Ah, ça va, ouais. C'est inspirant, ça donne envie. Et je le dis aussi, des fois il t'arriverait des choses, tu n'es pas suicidaire, tu es en très bonne santé. Je suis en très bonne santé. Et tu es très déterminé, en tout cas dans ton parcours, parce que, ouais, comme tu disais, tu es plus que convaincu, tu as vécu tout ça dans ta chair. Et comme je le disais tout à l'heure, en tout cas, c'est incontournable, ça se voit. Ça se voit par rapport à ta transformation sur 10-15 ans. Moi, j'invite vraiment les gens à le découvrir, le redécouvrir, parce que finalement, on a tous envie d'être en bonne santé. Donc autant s'inspirer des gens qui le sont et qui sont passés presque par la mort, parce que tu étais dans un état, c'est vrai, catastrophique il y a 15 ans, plus de 15 ans. Donc moi, en tout cas, voilà, je le dis, ça m'a marqué et ça m'a vraiment inspiré, donné envie de faire attention à notre véhicule. On a tous le même, qui répond à peu près aux mêmes contraintes, chacun. Donc c'est important de vivre en bonne santé pour être plus en joie. En tout cas, merci beaucoup, merci Thierry. Merci Marc. Pour ton approche, pour ton accueil. Merci pour le soutien de Nexus aussi, et pour le travail énorme que tu fais avec Nexus, qui est vraiment magnifique, parce que tu le portes, ce journal, qui est là aussi une référence, qui m'accompagne depuis très très longtemps. Ça fait quoi, 30 ans qu'il existe, Nexus? 25 ans. 25 ans. Tu vois, je me suis un peu excité. 25 ans. Mais j'ai connu les premiers numéros de Nexus, et à l'époque où il n'y avait pas encore Internet et ainsi de suite, c'était vraiment la petite référence à laquelle on pouvait s'accrocher pour avoir une vision un petit peu alternative du monde et des propositions autres.
Donc merci de continuer à porter ce flambeau parce que je sais que c'est un vrai labeur pour toi, enfin c'est un vrai travail et qui te coûte beaucoup et merci pour ta passion pour ça. Ah, c'est gentil. Comme toi, j'avance que par passion et par cœur. Donc c'est un plaisir. J'espère à très bientôt en tout cas. À très bientôt Marc. Et puis bon courage pour la suite. J'espère qu'on pourra avoir un petit peu de tes nouvelles. Régulièrement, Avec des quand tu veux. très très bonnes nouvelles avec tes prochains projets. Oui, À bientôt, merci. à bientôt Marc.